à tous et ravi de vous retrouver pour cette première table ronde de l'après-midi du Paris-Saclay Summit, donc organisée par le journal Le Point. C'est une première édition, bien évidemment en collaboration très étroite avec l'Université Paris-Saclay et l'Institut Polytechnique. Alors, notre première conférence de l'après-midi, on va débattre de la sélection végétale avancée. Alors, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est accélérer le processus de mutation génétique, donc ne pas attendre des milliers d'années que le théosinte, par exemple, devienne du maïs. Et oui, c'est une plante qui date de 7000 ans avant notre ère. Alors, certains opposants dénoncent de nouveaux OGM. Les scientifiques rappellent les nombreuses opportunités proposées. Pour en débattre, avec nous aujourd'hui, Isabelle Litrico, directrice de recherche INRAE, chef du département biologie et amélioration des plantes, Pierre-Benoît Joly, directeur de recherche INRAE, François Després, ingénieur agronome, président du groupe Florimond-Després, et ce débat est modéré par Jean-Baptiste Vereras, journaliste chez Epsilon. Eh bien, merci et bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous accompagner, Isabelle, Pierre-Benoît et François, sur cette question qui résonne très fortement aujourd'hui avec l'actualité sur les enjeux du monde agricole, de la production agricole. On a tous en tête le contexte, les enjeux climatiques, la nécessité les préoccupations sanitaires autour des pesticides et toutes les questions que cela peut poser du point de vue sociétal. Et donc, au cœur de cet enjeu de demain se trouve cette sélection végétale avancée, ces nouveaux concepts. Alors peut-être pour commencer, je souhaiterais, Isabelle, par exemple, vous demander en quoi ça consiste, cette sélection végétale avancée, et en quoi elle se distingue de ce que l'on a fait jusqu'à présent pour sélectionner et créer toutes les variétés qui sont cultivées un peu partout dans le monde aujourd'hui. Bonjour, donc effectivement, la sélection végétale avancée, une nouvelle ère peut-être. Donc peut-être avant tout remettre un petit peu le contexte, à savoir les défis auxquels l'agriculture est confrontée aujourd'hui. Il est clair qu'on doit continuer de produire, d'assurer, que l'agriculture doit assurer tout ce qui est autour de la santé, de l'alimentation humaine, mais aussi les services environnementaux, on parle de durabilité. Et tout ça face à un dérèglement climatique et puis à la nécessité de diminuer les intrants. Donc c'est quand même des défis qui sont très importants. Et pour ça, on a deux leviers majeurs finalement, la sélection végétale, donc tout ce qu'on peut trouver autour de l'amélioration des plantes, et puis les pratiques culturales. Donc sélection végétale, pourquoi on parle de sélection végétale avancée ? La création variétale, elle se fait depuis des décennies, des millénaires, enfin des centaines d'années, avec la domestication, des milliers d'années d'ailleurs. Et effectivement, on a la base, c'est quand même les croisements et puis ce qu'on peut observer au niveau phénotypique d'une plante d'intérêt. C'est ça, basiquement, on mélange le pollen des plantes, on regarde les croisements, on sème les graines, on regarde ce que ça donne et on regarde si... La base, c'est ça, exactement. Donc, avec des caractéristiques qui sont intéressantes pour la plante et pour les services qui sont attendus. Et puis après est arrivée bien évidemment l'ère de la génomique avec des gros progrès au niveau génomique et puis lecture du génome, on va dire ça comme ça. Donc surtout le début des années 2000, c'est ça avec à peu près, ouais, peut-être même un peu avant. Et donc avec cet outil relatif à la génomique, eh bien, on a la possibilité d'aller plus vite, puisqu'on peut faire de l'association entre des marqueurs génétiques, donc des marqueurs qu'on peut trouver au niveau du génome, et puis des traits, des caractères qu'on observe au niveau de la plante, des caractères d'intérêt. Donc on parle de sélection génomique par exemple. Et puis là, la sélection végétale avancée, elle fait aussi référence à ce qu'on met autour de l'édition des génomes, où là, il s'agit évidemment non seulement de lire, mais aussi de réécrire, en fait, de rééditer les séquences d'ADN. Et là, on a des progrès qui sont potentiellement importants avec ces outils-là en sélection. Qui sont liés notamment au progrès de l'édition génomique, il y a CRISPR-Cas9, tous ces outils qui sont aussi effectifs chez les végétaux, et j'imagine d'autres outils peut-être depuis. Alors, l'édition des génomes, oui, CRISPR-Cas9 avec le prix Nobel, d'ailleurs française. Emmanuelle Charpentier. Exactement.
Et effectivement, c'est à partir de ce complexe enzymatique bactérien qui, naturellement, chez les bactéries, coupe pour pouvoir introduire des mutations au niveau du génome. En fait, c'est l'utilisation de cette CRISPR-Cas9, entre autres, il y en a d'autres, qui permet justement l'édition de séquences d'ADN pour obtenir des traits d'intérêt. On reviendra peut-être un peu plus en détail sur ces points-là, puisque c'est assez complexe et important aussi à comprendre, puisque ça structure aussi les débats au niveau européen actuellement. Mais peut-être, est-ce qu'on peut donner quelques exemples, peut-être Isabelle après François, sur ce qui pourrait être ces futures plantes produites par sélection végétale avancée, sur quel caractère agronomique actuellement les chercheurs ou les semenciers investissent des moyens de recherche. Alors, François pourra évidemment compléter. En fait, l'édition, elle peut se faire sur un grand nombre de caractères du moment qu'on connaît finalement les déterminants génétiques de ce caractère. Et on a par exemple chez la tomate la possibilité d'avoir la résistance à certains virus par édition des génomes. On a aussi la possibilité d'avoir certains caractères comme la précocité. Par exemple, chez la cameline, on sait faire ça, où on rend la cameline un petit peu plus précoce, et donc ça permet de l'introduire dans des systèmes de culture de façon à ce qu'elle puisse être récoltée plus précocement. Et donc, à partir de là, d'avoir des systèmes qui sont avec les avantages que la cameline peut apporter, notamment sur les adventices, la lutte contre les adventices, la qualité des sols. Donc, on peut imaginer pouvoir éditer beaucoup de traits d'intérêt, de résistance aux maladies, de qualité, de traits relatifs à des services dits environnementaux qui sont aussi importants de travailler. D'accord, donc effectivement des enjeux importants, éventuellement réduction d'intrants ou possibilité de cultiver des variétés là où pour l'instant ça reste difficile compte tenu de la météo locale. François, par exemple, pour vous qui êtes sélectionneur, qu'est-ce que notamment... Pour la betterave, par exemple, comment envisagez-vous l'utilisation de cette sélection végétale avancée dans vos programmes de recherche ? Alors, comme l'a dit Isabelle, l'amélioration des plantes, c'est une activité ancienne. Du point de vue, je dirais, industriel, elle a commencé au milieu du 19e siècle. Une entreprise comme la mienne a été créée en 1830. Donc, ça fait près de 2 siècles qu'en France, en Europe, surtout, et ailleurs, on améliore des variétés pour des caractères relativement simples, qui sont des qualités technologiques, des résistances à des maladies, qui elles-mêmes changent. Mais aujourd'hui, avec le défi de l'adaptation des agricultures, des différentes formes d'agriculture au changement climatique, avec la volonté sociétale qui est partagée par la communauté agricole de ce qu'on appelle la transition agroécologique, réduire l'utilisation des pesticides, des engrais chimiques. L'amélioration des plantes peut apporter sa contribution en mettant au point des traits qui sont beaucoup plus complexes du point de vue génétique et qui nécessitent donc le recours aux perspectives offertes par cette technique d'édition du génome. Dans ma carrière, qui est déjà longue, j'ai connu des parasites de la betterave qui étaient cantonnés à l'Égypte, à l'Afrique du Nord, à l'Asie centrale, au Kazakhstan par exemple, le charançon de la betterave. Aujourd'hui, le charançon de la betterave, il est présent en Champagne, il est présent dans le bassin parisien, et les variétés de betterave actuelles ne sont pas résistantes au charançon, et les solutions chimiques vont disparaître, et c'est tout à fait normal, légitime. Donc on a besoin de toute la panoplie qui va au-delà de CRISPR-Cas9, autour de la connaissance génomique et l'édition des gènes, pour arriver à mettre au point, par exemple, des variétés de betteraves qui développeraient des caractéristiques volatiles qui feraient qu'elles elles n'attirent pas, ou même elles repoussent les charançons, elles éviteraient d'être piquées par les charançons. On a parlé en 2020 de l'attaque de jaunisse de la betterave en France, avec l'interdiction des néonicotinoïdes, qui a provoqué localement
surtout au sud de Paris, des pertes de rendement extrêmement significatives. La jaunisse de la betterave, véhiculée par les pucerons, c'est 3 maladies différentes, c'est 5 types de virus. Arriver à associer des gènes de résistance à tous ces virus dans une même variété, dans une même betterave, par la sélection traditionnelle, même assistée par le marquage moléculaire, c'est un travail qui sans fin, puisque quand on arrive à obtenir une résistance à l'une des maladies, on développe la sensibilité à une autre. Donc on a besoin, je suis convaincu qu'on a besoin de ces techniques de sélection avancée, notamment l'édition génétique, pour relever ces défis d'adaptation de l'agriculture au changement climatique et pour réussir cette transition agroécologique. Toute la question, c'est de savoir comment on accède et comment on met en œuvre ces techniques. C'est effectivement des questions qu'on va aborder par la suite. Mais dans un premier temps, je souhaiterais revenir peut-être un peu plus en détail sur cette technique en elle-même, c'est-à-dire c'est comment, voilà, concrètement, aujourd'hui, on modifie, grâce à ces outils moléculaires, on peut justement apporter ces gènes qui vont conférer une résistance à un virus ou une amélioration agronomique. Voilà, comment concrètement ça fonctionne? Combien de gènes, effectivement? Est-ce que c'est simple? On a l'impression presque qu'aujourd'hui, avec CRISPR-Cas9, on a une baguette magique entre les mains. Est-ce que c'est le cas? Et peut-être Isabelle là-dessus, qu'est-ce que... Alors, c'est pas magique. Non. Comment ça fonctionne? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a un complexe enzymatique qui permet justement d'aller couper l'ADN à un endroit très molécules, précis. Oui. Voilà, en fait, il a un petit guide, l'enzyme a un petit guide, et puis qui permet d'aller vraiment à un endroit précis du génome. Et à ce niveau-là, il y a une coupure du brin d'ADN qui se fait. Et ensuite, c'est la machinerie cellulaire donc, qui a l'habitude de faire ça, puisque c'est son rôle, qui va reconstituer donc, le morceau d'ADN coupé. Et ça peut entraîner soit une addition de base, donc de nucléotides, soit une délétion, et donc une mutation ponctuelle. Et à partir de là, ça peut entraîner une inactivation de gènes, par exemple. Et donc, alors, ça me permet de préciser aussi que l'édition des génomes, c'est quand même un outil phénoménal pour la recherche, parce que ça permet de mettre en évidence, de valider des gènes sur leur fonction, etc. Donc, à partir de là, on a cette possibilité avec cette enzyme-là. Et puis, on a aussi continué, après la découverte de ce système-là, d'améliorer la technique. Alors, c'est précis, mais ce n'est pas forcément toujours très précis, on pourra en reparler. Et donc, cette amélioration de technique, elle est forcément nécessaire. Et on a d'autres techniques, enfin, on a cette amélioration à travers, par exemple, ce qu'on appelle le base editing, où là, on va couper un peu différemment. Et du coup, on va pouvoir vraiment éditer une base en faisant passer d'un A à T ou d'un G à C. Et puis, à partir de là, on a aussi ce qu'on appelle le prime editing, où là, on va pouvoir réécrire vraiment plusieurs bases, donc plusieurs nucléotides au niveau de l'ADN. Alors donc c'est en ça où ces nouvelles techniques aussi, alors on a ça en tête, le mot OGM, organisme génétiquement modifié, mais c'est en ça où ces nouvelles techniques se distinguent de ce qui a pu être fait, de ce qu'on peut associer aux OGM autrefois. C'est-à-dire on intégrait un gène, on ajoutait un gène entier, c'est ça, on parle de transgénèse souvent, tandis que là, on peut, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va les modifier vraiment juste l'ADN, enfin juste l'ADN d'une plante sans forcément injecter un nouveau gène, etc. On est sur ce niveau de précision. On peut juste simplement éditer une base. D'accord. Quelques donc une bases. lettre ATGC. Voilà, donc, les plantes, elles en ont des milliards ou des millions. Il y a quatre, voilà. Mais effectivement, c'est la combinaison de ces bases-là. Et puis, donc, on peut éditer simplement une base ou plusieurs bases. On peut aussi introduire des gènes avec cette technique-là. Par contre, ce n'est pas parce qu'on introduit un gène qu'on est en transgénèse. D'accord ? C'est important de le souligner. Voilà, oui. parce que quand on fait la transgénèse, c'est les transgènes, c'est-à-dire qu'on introduit des gènes qui n'auraient pas été introduits de façon naturelle parce qu'ils sont issus d'une espèce l'espèce dans laquelle on introduit, le croisement n'est pas possible. Ok, donc c'est pas pareil de dire
je fais de la transgénèse et j'introduis un gène. Il faut introduire un gène étranger pour parler de transgénèse. Tandis Pierre Benoît. Oui, peut-être là-dessus pour préciser, en fait, la grosse différence de mon point de vue, c'est que ce sont des techniques qui sont ciblées, c'est-à-dire qu'on va effectivement déterminer précisément où on fait la modification. Alors qu'avec l'ingénierie génétique traditionnelle, en fait, on introduit une molécule d'ADN, mais elle se pose de façon aléatoire. Donc si elle se pose sur un gène qui fait que la plante ne peut pas vivre, on l'élimine. Ouais. Donc il y a un processus qui permet effectivement ensuite de sélectionner les plantes dans lesquelles le gène est introduit et il fonctionne. Mais le processus a une part aléatoire, alors qu'avec l'édition des génomes, et c'est vraiment la métaphore de l'édition du texte, hein, en fait, on fait cela en principe là où on veut, et ce qui permet, comme disaient Isabelle et François, de travailler sur des caractères complexes qui peuvent se situer sur différents chromosomes dans différents lieux, et donc d'intervenir effectivement partout où il faut, dès lors qu'on a la connaissance effectivement sur ce qu'on veut faire. Oui. Ce qui n'était pas possible avec la transgénèse ou l'ingénierie génétique traditionnelle. La question de la connaissance dont parle Pierre Benoît est très importante. Ce n'est pas du tout une baguette magique que ces technologies d'édition de gènes, parce que ça nécessite également la connaissance du génome. Et Isabelle a dit que c'était un formidable outil pour comprendre justement l'expression des gènes, mais ça nécessite aussi de pouvoir régénérer le matériel qui a été modifié, qui a été édité, et ensuite de transférer ça dans ce qu'on appelle le matériel génétique élite. Donc il faut un ensemble de savoir-faire, souvent gouverné par des brevets protégés, pour mettre en œuvre ces technologies. Donc ça n'est pas du tout une baguette magique, et de mon point de vue, il est regrettable qu'une partie de la communauté agricole a tendance à considérer que si l'édition de gènes se développe, tout va être résolu, la sécheresse, les excès de pluviométrie, la lutte contre les nouveaux insectes et les nouvelles maladies. C'est pas ça du tout, et quoi qu'il arrive, ça se fera pas du jour au lendemain. Oui, il y a encore beaucoup de défis scientifiques et techniques sur le chemin. Il y a les défis, hein, vous avez tout à fait raison, François, de le souligner. Donc d'abord, il faut connaître le gène, là où il faut aller éditer, là où il faut intervenir. Et puis effectivement, il y a des espèces qui sont plus ou moins récalcitrantes, on va dire, parce qu'il faut éditer, mais après il faut régénérer, c'est-à-dire une fois qu'on a la cellule avec l'ADN édité, il faut pouvoir régénérer. Et oui, ça aussi, c'est une étape, la deuxième étape, qui n'est pas toujours simple. Vous partez de petites cellules en fait, hein. On ne travaille pas sur de petites cellules sur comme des boîtes de pétri, c'est ça, et puis ensuite il faut à partir de ces petites cellules reformer toute la plante. Tout à fait. Et donc cela nous amène donc il y a eu à cette distinction, pour essayer de la comprendre, qui a été induite par le Parlement européen récemment avec ce vote qui a en début d'année favorable donc à l'utilisation de ces nouvelles techniques de génomique pour créer de nouvelles variétés. Donc reste encore à la Commission européenne de finaliser ce texte. Mais dans cette proposition, pour l'instant, il y a une première distinction qui est faite entre NTG1 et NTG2, voilà, texto. Donc, on parle. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu en quoi consiste cette distinction, en regard de ce qu'on vient d'évoquer aussi? C'est une distinction en termes de, je crois, nombre de nucléotides, mais ça parle peut-être pas à tout le monde. De quoi s'agit-il? Effectivement, c'est un seuil. Donc, à partir de 20 nucléotides, on est en NGT2. En deçà de 20 nucléotides, on est en NGT1. Donc, 20 nucléotides modifiés, édités. Alors ça représente quoi? C'est-à-dire c'est 20 petites mutations un peu partout dans le génome, ou c'est sur un gène, ou c'est sur... C'est consécutif. C'est consécutif, d'accord. Donc, c'est généralement sur une région d'intérêt. D'accord. Peut-être pour éclairer le débat sur ce texte, hein, la question, ce n'était pas de savoir si les plantes éditées sont des OGM. La question, c'était de savoir si elles doivent être réglementées comme des OGM. Parce que dans le droit européen, en fait, une plante mutée, c'est un OGM. Simplement, dans la réglementation sur les OGM, compte tenu que les techniques de mutation sont connues depuis longtemps,
on n'a pas besoin d'avoir la réglementation. La réglementation sur les OGM ne s'applique pas. Donc la recherche de ce seuil, en fait, c'était se dire, en fait, il y a des choses qui pourraient pratiquement se faire naturellement ou sans ces outils. Et donc ça ne va pas passer par la réglementation OGM. Et ensuite, quand on est au-delà de ce seuil, en fait, probablement, on ne peut pas y arriver par des mutations ou des voies qui sont considérées comme naturelles avec toutes les guillemets nécessaires. Et donc, dans ce cas-là, ça doit être réglementé comme des OGM. Mais ce qui est important par rapport à l'introduction, c'est que, au sens de la réglementation européenne, tout ça, ce sont des OGM. En fait. La question, ce n'est pas de savoir si ce sont des OGM, c'est de savoir si ça va être réglementé comme des OGM. Ce qu'il y a derrière cette distinction NGT1, NGT2, c'est ce que vient de dire Pierre Benoît. NGT1, on considère que le même résultat aurait pu être obtenu dans la nature, spontanément, ou par ce qu'on appelle la sélection traditionnelle, qui est tout de même plus élaborée que ce qui se faisait à l'époque de Mendel. Et NGT2, ça n'est pas équivalent à ce qui peut se faire dans la nature. La difficulté, une fois qu'on a posé cette distinction de principe, c'est de décrire ce qu'il y a derrière l'équivalence avec ce qui peut se faire dans la nature. Alors on essaie de le quantifier avec pas plus de 20 modifications, pas plus de 20 nucléotides, mais visiblement c'est un texte d'élaboration administrative, issu aussi du dialogue avec le Parlement, mais scientifiquement c'est très compliqué de préciser ce qui sera vraiment NGT1 ou ne le sera pas. Et d'ailleurs, l'ANSES en France, je crois, fin décembre, a émis un avis un peu critique à l'égard de ce critère. Parce que effectivement, tout l'enjeu, comme vous le savez, c'est d'assimiler ces modifications génétiques à des plantes, finalement, à ces variétés génétiquement modifiées, à des plantes conventionnelles, comme vous l'avez dit, Pierre Benoît, parce que c'est des mutations qui sont déjà présentes souvent, et même présentes au sein de l'espèce, et dont on a juste facilité le transfert, je dirais, au sein d'une variété. Mais comment justement ce que vous soulevez, François, comment on peut, ça évoque quand même la question, et c'est ce que souligne le rapport de l'ANSES, de l'estimation des risques justement liés à ces nouvelles variétés. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles on commence à avoir un peu de recul, on commence à avoir des éléments scientifiques pour pouvoir un peu juger de ce seuil? On a la pratique ailleurs que dans l'Union européenne de la culture des OGM sur des centaines de millions d'hectares depuis une trentaine d'années. Ça n'a pas provoqué de catastrophe sanitaire. Ça, on peut l'affirmer avec assez forte certitude. Il est clair que ça a provoqué des changements de modèle agricole dans certains pays, et le sociologue qui est mon voisin pourrait les décrire, et ces changements ne sont pas toujours positifs en termes de biodiversité, également pour les populations. Enfin, Pierre Benoît, tu connais très bien le sujet. Donc on peut penser que le risque en termes sanitaires, que les politiques publiques doivent prendre en compte de ce que je n'appelle pas moi des nouveaux OGM, mais des produits issus de l'édition génomique, à l'aune de ce qui a été observé, de l'absence de catastrophe sanitaire avec les OGM, le risque sanitaire n'existe pas. Mais naturellement, comme nous sommes des scientifiques, l'affirmation de l'absence absolue de risque n'est pas facile à formuler. Et l'ANSES a eu raison de pointer le fait que dans le projet de règlement communautaire, une fois que la reconnaissance d'équivalence est faite et qu'on dit, voilà, cette variété-là, c'est une NGT1 et c'est comme une variété conventionnelle, il n'y a pas d'évaluation. Alors comment va-t-on démontrer l'équivalence? C'est toute l'ambiguïté de la définition qui en est donnée dans ce projet de règlement, et ambiguïté qui a naturellement également relevé l'ANSES. Parce que ce qu'on n'a pas précisé peut-être, c'est qu'une édition, une mutation faite par CRISPR-Cas9 par exemple, on ne peut pas la différencier d'une mutation naturelle. D'accord ?
Donc, et puis, à chaque génération, il y a des mutations qui se font. Hein. Une graine de blé, c'est 120 mutations, 120 différences par rapport aux parents. Donc, on ne peut pas définir avec exactitude si oui ou non cette mutation elle est issue du CRISPR-Cas9 ou si c'est une mutation naturelle. Donc, l'idée, c'était de dire qu'à partir de 20 nucléotides, effectivement, il y a plutôt une intervention, c'est probablement une intervention humaine. Et en deçà, on pense que ça peut arriver de façon naturelle ou avec des croisements avec la sélection classique. Après, en termes de risque, CRISPR-Cas9, c'est plus précis, d'accord, que la mutagénèse aléatoire, par exemple, où on va faire des mutations un peu partout dans le génome. On a ce qu'on appelle aussi des mutations hors cible avec CRISPR-Cas9, hein, puisqu'on parle de off-target. La question, c'est de savoir si ces mutations hors cible, qui sont finalement pas non plus détectables, puisque ça reste, on ne peut pas les détecter d'une mutation arrivée naturellement, ça impacte ou pas une fonction. Et finalement, je pense que l'important, c'est quand même de définir sur quelle fonction on travaille, on agit, et davantage que ce qu'on a pu évoquer. Oui, c'est important de rappeler qu'effectivement, toutes que ce soit le blé, le maïs qui est évoqué en introduction, sont des plantes qui ont été domestiquées sur la base de mutations naturelles, apparues dans la nature à partir d'espèces sauvages dont des mutants présentaient des caractères intéressants et que nos ancêtres ont su apprécier et reproduire. Sur un autre volet de la discussion, notamment au niveau européen, et là, il a une question assez délicate qui est la question des brevets, en fait, de la propriété intellectuelle qui pourrait être associée à la création de ces nouvelles variétés. Et peut-être avant donc, d'évoquer le cas même de la brevetabilité de ces variétés, qui est pour l'instant exclue, mais il y a encore, semble-t-il, des questionnements sur ce point. Il y a la question aussi de tous les brevets qui peuvent exister en amont sur les techniques permettant la création de ces nouvelles variétés. Voilà, je voudrais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que ce sont des freins à l'innovation? Est-ce que comment cela peut influencer l'innovation variétale à l'aide de ces techniques? Voilà, c'est peut-être un point à préciser. Alors, quand je dis brevet, peut-être qu'on redonne un peu de contexte sur ces brevets. Par exemple, CRISPR-Cas9, il faut payer une licence si on l'utilise pour modifier un végétal. C'est bien ça? Pas en recherche. Pas en recherche, oui. Pas en recherche. Mais François, par exemple, vous, si vous souhaitez créer une variété avec CRISPR-Cas9? Naturellement, il faut la licence d'un ensemble de brevets, puisque la mise en œuvre opérationnelle de ces techniques, ça nécessite d'avoir accès à un panier de brevets dont le détenteur n'est pas toujours unique. Donc c'est une négociation avec des entreprises comme Corteva, avec des instituts de recherche liés à des universités américaines comme le Broad Institute. Donc c'est une forme de maquis et c'est une négociation commerciale qui se base, du point de vue des détenteurs de brevets, sur le partage de la valeur que leur technologie va provoquer sur le marché des semences, qui est par exemple celui de notre entreprise. Et pour l'instant, il n'y a pas de licences qui sont accordées parce que le cadre réglementaire n'est pas encore précisé en Europe. Mais les exemples qui existent sur d'autres continents montrent que, s'agissant d'une innovation potentiellement de rupture, il peut y avoir une position dominante qui est favorable aux détenteurs du brevet et qui provoque une redistribution de cartes, pour le dire simplement, au sein d'une filière et d'une industrie, sans parler des conséquences sur la liberté de choix des agriculteurs et la diversité de l'offre. Peut-être un élément pour bien comprendre le lien avec le débat européen. Donc,
Commission a fait une proposition de règlement le 5 juillet 2023. Le Parlement a travaillé là-dessus dans ces différentes commissions. Et le 7 février, le Parlement a adopté un texte qui propose des amendements. Dans ce texte, il y a effectivement quelque chose qui n'était pas du tout attendu, pas du tout. C'est vraiment un coup de tonnerre dans un ciel bleu. C'est l'interdiction des brevets sur ces techniques, sur les plantes créées par ces techniques, sur les cellules transformées, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui n'était pas attendu. Et pourquoi les parlementaires ont introduit ces modifications? Alors, on n'est pas encore au bout du chemin, puisque ensuite, il y a un débat à avoir avec le Conseil, avec la Commission et le Parlement, et l'adoption du texte consensuel par le Parlement in fine. Voilà, donc du coup, ce n'est pas du tout une décision définitive aujourd'hui. On a encore une très forte incertitude juridique. Mais les députés ont voulu préserver ce à quoi on est très attaché en Europe, c'est le libre accès à la ressource génétique comme source de progrès. Parce que s'il y a des brevets, il n'y a plus de libre accès. Et l'expérience des brevets et des OGM aux États-Unis montre que dans les marchés où on a beaucoup d'OGM, en fait, on a une concentration très importante avec 2 ou 3 entreprises qui se partagent le marché et une très forte concentration des portefeuilles de brevets. En gros, à l'Office européen des brevets, il y a 17 000 brevets qui sont sur les végétaux. 71% sont détenus par les 2 premiers. C'est vraiment quelque chose qui est énorme. Et donc aujourd'hui, la crainte d'un certain nombre d'acteurs, alors pas pour la recherche, comme l'a dit Isabelle, parce qu'il y a toujours une exemption pour la recherche, on peut faire de la recherche, mais dès lors qu'on fait de la recherche et qu'il y a une commercialisation derrière, eh bien, il y a un risque très très fort qu'on se retrouve sous la dépendance de ces brevets. Et peut-être justement ce qui est important de rappeler, comme vous l'évoquez, c'est que c'est la spécificité européenne et française, en tout cas sur les brevets liés aux variétés. Peut-être l'un de vous déterre revenir sur cette spécificité, notamment à travers le COV. Donc c'est cette façon de protéger pour le coup une variété qui n'est pas un brevet et qui permet la réutilisation des variétés pour en créer d'autres, même par un compétiteur. Alors effectivement, il y a un droit qu'on appelle sui generis, un droit spécifique au monde de la semence qui s'appelle le certificat d'obtention végétale, qui a été créé donc, par la Convention internationale de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales, Convention de Paris en 1961, mais à laquelle adhèrent la plupart des pays, y compris les États-Unis. La différence entre l'Europe et d'autres espaces comme les États-Unis, c'est qu'en Europe, en droit des brevets, on a une disposition qui exclut explicitement la variété végétale, les races animales également, du brevet. Le problème, c'est que c'est la variété végétale en tant que telle, mais si la variété végétale exprime un caractère qui est protégée par brevet, en fait, cette variété, elle sera dépendante du brevet. Bon, si j'ai une variété de maïs qui est donc tolérante au glyphosate, eh bien, cette variété, quand je l'utiliserai, je devrais demander l'autorisation au détenteur des brevets. Et si le détenteur ne me donne pas le droit, je ne pourrai pas le faire. Mais sinon, effectivement, en général, c'est une cession de l'essence, c'est ce que disait François, c'est de l'ordre de 4 à 5% effectivement du chiffre d'affaires, ce qui est quand même assez important par rapport au taux de marge dans l'activité, etc. Donc du coup, il y a vraiment une vraie crainte donc, de déséquilibre des rapports de force, mais aussi si on prend au sérieux l'édition des génomes, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la possibilité de faire de multiples transformations sur une même variété. C'est ça le gros intérêt pour avoir des caractères complexes. Dans ce cas-là, en fait, ça va être très très difficile, effectivement, d'éviter d'être sous la dépendance du brevet. Et donc, il n'y aura plus de libre accès à la ressource génétique qui est contenue dans la variété. Oui, ouais, si je peux rebondir sur ce que dit Pierre Benoît, il faut vraiment avoir conscience que ce mode de protection de la variété par le certificat d'obtention végétale, il a 2 caractéristiques. Il laisse la possibilité à une entreprise comme la mienne d'utiliser chaque variété créée par un concurrent pour tenter de faire mieux. Et il laisse aussi la possibilité aux agriculteurs de reproduire leurs propres semences pour l'utiliser sur leur exploitation.
c'est 2 caractéristiques qui sont incompatibles avec le brevet. Et ce qu'on appelle cette exception du sélectionneur, ça a vraiment été le moteur de l'amélioration des plantes, et ça a permis aussi de maintenir en Europe une industrie de l'amélioration des plantes, un nombre de sélectionneurs importants, diversifiés, à la fois avec des entreprises grandes ou moyennes, des entreprises plus petites, et même des individus qui font de la sélection. C'est le cas de la pomme de terre aux Pays-Bas. Donc si demain, les variétés mises en marché par certaines entreprises sont truffées de brevets facilement obtenus par l'édition génétique, eh bien on va se couper de cet accès à la diversité, aux ressources génétiques, à un moment où on en a particulièrement besoin d'ouvrir le champ des possibles, parce que la sélection végétale, c'est faire des croisements pour diversifier les individus dans la descendance et après aller choisir ceux qui sont intéressants. Et on a toujours besoin de procéder par cette alternance d'ouverture et de fermeture de l'éventail de la diversité. Oui, et ça serait presque paradoxal avec ce qu'on évoquait aussi précédemment, où la revendication de ces NGT1, en tout cas, d'être assimilable à des plantes conventionnelles, donc du coup, en termes de propriété intellectuelle, d'être totalement assimilable à des certificats d'obtention variétale, comme les plantes conventionnelles, comme avec les méthodes conventionnelles de création de nouvelles variétés. Je crois que le débat quand même sur ce point, François, il y a débat au sein en tout cas des entreprises de création variétale là-dessus. Est-ce qu'il y a différents positionnements sur cette question des brevets? Il y a très clairement 2 écoles. Et il y a des entreprises, elles ne sont ni françaises ni européennes, elles sont plutôt américaines, voire chinoises, qui détiennent déjà un portefeuille de brevets qui laisse entrevoir la possibilité de développer industriellement des variétés issues d'édition de gènes. C'est le résultat d'investissements considérables. C'est aussi le résultat de procès, parce que naturellement, quand on a des revendications sur un brevet, souvent on se heurte à un concurrent qui a des revendications à peu près analogues. Donc quand on regarde à l'actif du bilan des entreprises auxquelles je pense en matière d'actifs incorporels, ces entreprises ont mis énormément d'argent pour acquérir et développer ces technologies protégées par brevet. Elles mettent en perspective des revenus extrêmement importants issus de la valorisation de ces technologies. Donc pour elles, il faut aller au marché. Pour des entreprises au rang desquelles je peux compter la mienne, nous, ce qui compte, c'est que ces technologies-là ne nous ferment pas l'accès aux ressources génétiques qui sont un bien commun. Donc il n'y a pas consensus au sein de notre organisation nationale, au sein de notre organisation européenne, et je ne parle même pas de notre organisation mondiale des semences. Et donc, à l'heure actuelle, les brevets dont vous parlez, donc, que possèdent ces sociétés-là, concernent des cibles génétiques particulières. Ça, c'est pas des variétés, c'est vraiment modifier tel ou tel gène avec telle ou telle méthode. Pour l'instant, les brevets sont sur les technologies. D'accord. Et si nous voulons mettre en œuvre ces technologies, il faut qu'on ait une licence. D'accord. Juste, je voudrais ajouter, on pourrait penser que, il y a une position européenne qui s'oppose point par point à une position américaine. C'est pas tout à fait le cas. Aujourd'hui, le ministère de l'Agriculture aux États-Unis, l'USDA, a des réflexions sur ces questions, sur l'excès de consolidation de ce secteur et sur les conséquences que cela emporte pour les agriculteurs, pour la diversité des plantes cultivées et pour l'évolution de l'agriculture américaine. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez essentiel. Et une des propositions que fait le ministère américain, alors sous l'administration Biden, évidemment, qui n'est pas, c'est pas une administration vraiment néolibérale, mais c'est de dire, en fait, on a trop comprimé la possibilité d'avoir une infrastructure publique
de connaissances solides dans ce domaine. Parce que ce qui se passe depuis 40 ans, en fait, c'est que en fait, on a réduit, alors moins en Europe qu'aux États-Unis, mais réduit considérablement la part du public par rapport au privé. Or, les ressources génétiques sont par essence un bien commun. Donc l'enjeu, c'est quand même de remettre l'Église au centre du village et de se redonner une capacité d'avoir des infrastructures de connaissances. Public, ce n'est pas l'opposition entre public et privé, c'est le public avec le privé, mais dans des espaces où on construit effectivement des intérêts et des biens communs. Et c'est ça qui est vraiment essentiel. Et pour moi, l'enjeu de l'édition des génomes, il est autant là que dans la réussite technique, parce que c'est le monde qu'on construit. Parce que, enfin voilà, donc la trajectoire de l'édition des génomes, elle sera vraiment très très liée à la réussite effectivement de la construction de ce commun, qui fait qu'on pourra effectivement augmenter la diversité. Sinon, on peut craindre que ça n'augmente pas beaucoup la diversité. Oui, les brevets seraient dans ce cas-là l'ennemi finalement des potentialités de ces nouvelles techniques. En tout cas pour les plantes. Peut-être avant de passer aux questions et donner la parole au public, est-ce que vous souhaiteriez en un mot faire conclure, reprendre quelques points ou évoquer Isabelle ? Oui, peut-être conclure en disant qu'effectivement, face aux enjeux qu'on a rappelés en début d'intervention, là, face aux enjeux de l'agriculture, on se doit, en tout cas nous, acteurs de la recherche, de travailler toutes les pistes. Voilà, donc c'est important de travailler vraiment l'intégralité des pistes. L'édition des génomes, c'est une piste prometteuse. Hein, donc évidemment, ce n'est pas la solution unique à tout, et ça, je pense qu'il faut insister là-dessus. C'est un outil potentiellement un outil potentiel qui pourrait contribuer à tout ce qu'on peut attendre aujourd'hui de l'agriculture. Et puis surtout, y contribuer en complémentarité avec des outils existants et vraiment pas de façon unique. Donc ça, c'est très important de préciser cela. Et puis, c'est encore pas mal de questions de recherche qui sont soulevées, qui émergent avec l'édition des génomes. L'amélioration de la technique, la possibilité d'évaluer les risques, les déterminants, on l'a vu, des gènes, des caractères, donc les gènes qui sont sous-jacents, ça aussi c'est évidemment important. Et puis, sans oublier, et ça j'insiste un peu là-dessus, sur les besoins de recherche pour pouvoir vraiment identifier, choisir les fonctions qui pourraient être éditées et en ayant évalué le risque et l'impact que cela pourra avoir. Alors, encore un gros travail, effectivement, oui. de recherche. Tout n'est pas connu. Donc, on a d'ailleurs un programme qui démarre et qui va démarrer autour de l'édition des génomes. Un programme national, c'est ça ? National, oui. D'accord, félicitations. Pierre Dain ? Oui, bon, je ne dirais pas mieux. En tout cas, ce qui a été dit au départ, ce n'est pas une baguette magique, mais ça va être un outil extrêmement puissant pour la connaissance et pour des applications. Il faut vraiment se donner tous les moyens pour, avec ces techniques, mais en relation, comme l'a dit Isabelle, en complémentarité avec d'autres techniques, notamment avec toutes les connaissances de l'agronomie, parce que effectivement, c'est des plantes qui vont devoir fonctionner dans des systèmes qui seront profondément transformés. Donc, il faut se donner tous les moyens pour que ça fonctionne. Et donc, on a besoin effectivement de produire de la connaissance, mais de la connaissance vraiment orientée vers les transformations qui sont nécessaires, sinon on ne va pas y arriver. Donc moi, je suis convaincu, mes études d'amélioration des plantes qui ont été faites pas loin d'ici d'ailleurs sont anciennes, mais je suis enthousiasmé par les perspectives offertes par ces outils. Mais il faut absolument que leur déploiement se fasse dans un cadre réglementaire, dans un cadre juridique et d'accès qui soit suffisamment ouvert pour que nous ne courions pas le risque d'une concentration accrue de l'industrie semencière qui est dangereuse pour les entreprises qui disparaîtraient naturellement, mais qui n'est pas bonne pour l'agriculture. Et donc moi j'en appelle, parce que le problème aujourd'hui, c'est que la seule offre en matière de propriété intellectuelle, elle est entre les mains d'un certain nombre d'entreprises qui ne sont pas européennes, qui ne sont pas françaises. Et il est dommage que notre recherche publique, qui en avait la capacité à la fois intellectuelle, humaine et aussi budgétaire, n'ait pas réussi à générer une offre alternative.
Bon, ça peut peut-être se faire dans l'avenir, tout le monde est sensibilisé et les entreprises privées sont toujours prêtes à coopérer avec leur institut national. Isabelle et Pierre Benoît le savent. Peut-être que ce nouveau programme de recherche vous donnera satisfaction Tout à fait. à l'avenir sur Exactement. ce point. Merci à vous. On va passer aux questions. On a voilà, presque 5 minutes. Oui, on peut les, bien sûr. On a 5 minutes pour des questions-réponses, donc n'hésitez pas. Alors, Il y a des hôtesses qui peuvent vous... Ah, voilà, on va amener un micro. On va vous amener un micro. N'hésitez pas à vous lever si vous voulez. Bonjour, et merci à tous les quatre pour ce regard croisé sur le sujet. Je voulais rebondir sur cette question de la concentration de la propriété intellectuelle entre les mains de certains sous le régime du brevet par rapport au certificat d'obtention variétale. Est-ce que vous pourriez juste m'aider à apprécier un peu quantitativement quelle est la différence entre le système par brevet, les effets du système brevet et les effets du système du certificat d'obtention variétale sur la concentration de la propriété intellectuelle? Est-ce que c'est vraiment deux mondes radicalement opposés où on a d'un côté un quasi-monopole et de l'autre un monde très participatif où il y a du coup une diversité d'acteurs de l'innovation qui détiennent des fragments de la propriété intellectuelle? Je vais faire une réponse rapide. On avait fait des simulations à l'époque avec Stéphane Lebarrier, qui avait une thèse financée par l'Imagrin, où on avait fait des simulations avec des modèles de jeux évolutionnistes. Et en gros, avec le COV, la concentration du premier sur un marché comme le marché des États-Unis, du maïs aux États-Unis, c'était 38%. C'était à peu près le niveau effectivement de Pioneer, donc c'était pas mal comme résultat, et en fait ça se comprend facilement parce que Pioneer ou Tartampion produit une nouvelle variété qui apporte un plus. Cette variété, elle est disponible pour les concurrents pour faire des améliorations, comme l'a dit François. Les améliorations, elles ne vont pas sortir tout de suite. Donc il y a un avantage à l'innovateur, au premier obtenteur, mais ensuite, effectivement, ce progrès, en fait, il diffuse auprès de ses concurrents. Alors qu'avec des brevets, alors la situation peut être compliquée avec les brevets parce qu'il peut y avoir des brevets concurrents, etc. C'est pas aussi mécanique que cela, mais avec un brevet, vous pouvez interdire tous vos concurrents de l'usage de votre invention, si vous le souhaitez. Et donc, du coup, mécaniquement, en fait, on a des taux de concentration qui peuvent être beaucoup plus élevés. Et dès lors que vous avez, en fait, vous licenciez vous accordez des licences à vos concurrents, mais en fait, ce que vous prélevez comme redevance, c'est leur marge, c'est ce qu'ils pourraient investir dans la recherche. Donc du coup, vous avez en dynamique en fait un effet de concentration qui est vraiment amplifié. Et c'est ce qu'on a observé aux États-Unis depuis une vingtaine d'années. Donc je pense que c'est assez robuste comme observation. Enfin voilà, on peut l'aborder de différents niveaux. Voilà, donc on peut en rediscuter. Non, c'est une question qui est essentielle. Merci. Oui, l'innovation de rupture, comme a été la mise au point OGM, Roundup Ready, donc glyphosate aux États-Unis, ou BT, insecticide, c'est clair, ça a donné les moyens à l'entreprise Monsanto d'acquérir quasiment tous ses concurrents. Et elle est sortie de la biotechnologie pour venir directement sur le marché des semences. Et les concurrents devaient prendre la licence de Monsanto pour exister sur le marché américain qui avait massivement adopté ces technologies-là. Mais pour Monsanto, le coût de la technologie était un coût interne. Donc ça lui donnait une compétitivité sur le marché même des semences, ce qui fait qu'aujourd'hui, je crois que les deux premiers opérateurs du marché du maïs aux États-Unis, ils ont 70 ou 80% du marché, et non plus les 30 ou 40% de part de marché qu'évoquait Pierre Benoît. On a le temps encore pour une petite petite dernière question. Alors, une rapide, très rapide. Une rapide. Si jamais. Sinon, bon, de toute façon, après, vous pouvez... Ah, mademoiselle, oui. Attendez. Ouais. Et puis, effectivement, après, je vous invite, si vous souhaitez échanger avec... On pourra poursuivre l'échange, oui. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. Moi, je me demandais, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'eugénisme végétal en allant vers ce genre de technologie?
est-ce qu'on ne va pas perdre un peu en diversité ? Au contraire, je dirais. Parce qu'en fait, avec avec l'édition des génomes, on a la possibilité de créer des allèles qui ne sont pas forcément disponibles dans les pools de ressources génétiques qu'on a aujourd'hui. Donc ça peut permettre d'avoir plus de diversité au sein des écosystèmes, enfin des agroécosystèmes, et au sein des pools qui sont utilisés par les sélectionneurs, par exemple. Et puis, on a aussi la possibilité de travailler plus rapidement, peut-être plus facilement parfois, certaines espèces en termes de diversification. Donc, du coup, des espèces qu'on n'a pas l'habitude de travailler. Donc, j'ai l'impression que ça pourrait davantage ouvrir, en fait, au niveau de type d'agriculture, avec plus de diversification, plus d'espèces travaillées, plus de services fournis, etc. Donc, les défis auxquels l'agriculture est confrontée aujourd'hui, avec une de ces possibilités d'utiliser l'édition des génomes pour ça. Surtout si on se retrouve à ne pas pouvoir breveter, effectivement, on ne se remet pas sur une agriculture unique. Merci beaucoup à tous les 4 pour cette belle table ronde. Et on bascule quasiment sur un débat sociétal. Donc, je peux vous inviter à poursuivre le débat quasiment à côté. Merci beaucoup à tous les 4. Merci à vous. Merci. Merci.